Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être rendus disponibles pour assister avec nous à cet afterwork sur la loi de finances qui vous est proposé par la Fondation Création d'entreprises du groupe Banque Populaire en partenariat avec Technopark. Cet afterwork s'inscrit dans une continuité d'événements FIGITO qui sont organisés par la Fondation Création d'entreprises pour les TPME qu'elle accompagne. Avant d'entamer notre thématique du jour, il est nécessaire de rappeler que la Fondation Création d'entreprises est une fondation à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Elle accompagne depuis 35 ans les porteurs d'idées, porteurs de projets, auto-entrepreneurs, MDM qui investissent au Maroc et TPME. Elle les accompagne dans la création et aussi et surtout dans la pérennisation de leurs entreprises. Notre vision au sein de la Fondation a été et est d'être un acteur de l'écosystème entrepreneurial solide et durable. Nos valeurs sont citoyenneté, performance, proximité et innovation. Citoyenneté parce que nous sommes une fondation citoyenne qui œuvre tous les jours dans la promotion de la culture entrepreneuriale. Performance parce que nous sommes convaincus qu'au-delà de l'effort fourni, nous devons induire des réussites. Proximité, parce que bien qu'on ait une offre digitale, l'essentiel qu'on fait se fait dans le terrain. Et innovation, parce que c'est par l'innovation et avec l'innovation que la Fondation a accompagné depuis 35 ans des jeunes qui évoluent dans un monde qui change. Notre mission est d'informer et de former pour transformer. C'est aussi de conseiller, d'accompagner, de mettre en relation, d'élaborer des business plans et tout ça gratuitement. Pour réaliser cette mission au quotidien, nous nous faisons nous-mêmes accompagner d'experts qui sont partenaires et qui sont fidèles à la Fondation depuis des années parce qu'ils épousent parfaitement nos valeurs. C'est dans cet esprit-là que j'ai l'immense plaisir de recevoir notre ami et notre partenaire, c'est Mehdi Fakher. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Mehdi Fakher est un analyste économique, expert comptable et commissaire aux comptes. Merci encore une fois d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler de la loi de finances, encore une fois. C'est une thématique récurrente à l'image de l'exercice budgétaire. Maintenant, chaque année a son propre contexte et ses propres défis. Quel est le contexte socio-économique qui a précédé l'élaboration de cette loi de finances 2026 ? Merci. Tout d'abord, je vais commencer par réitérer mes remerciements et ma gratitude pour la Fondation Banque Populaire pour la création d'entreprises, pour cette belle initiative qui effectivement permet non seulement de découvrir un petit peu les nouveautés de la loi de finances, qui sont des nouveautés importantes pour la conformité, sur le plan fiscal, douanier, juridique même parfois pour les sociétés, mais également un rendez-vous pour redécouvrir ensemble et pour essayer de recontextualiser cette loi de finances. Et justement, pour répondre à votre question, vous savez que une loi de finances est un acte avant tout législatif. Donc, qui dit acte législatif dit un acte politique, dans la mesure où la loi de finances est proposée par l'exécutif pour cadrer et pour présenter une architecture de l'effort financier de l'État pour une année donnée. Et bien sûr, tout État souhaite toujours s'adapter par rapport aux aléas et aux évolutions qui, effectivement, caractérisent l'environnement de chaque pays. Le Maroc, effectivement, comme tous les pays du monde, évolue dans un environnement économique très, très, très atypique. Parmi les 4 priorités qui ont été fixées par effectivement cette loi de finances, il y a la priorité de la consolidation des acquis économiques pour maintenir et confirmer le positionnement du Maroc comme étant un pays économique émergent. Alors, vous savez que le monde d'aujourd'hui constitue un vrai défi, un monde sur le plan économique où des cartes sont en train d'être redistribuées.
Nous voyons par-ci, par-là des alliances qui se brisent, des alliances qui se constituent. Nous avons vu la semaine dernière une évolution extraordinaire des prix de l'or et qui a eu une chute le jour suivant, qui est la pire depuis 1983. Donc vraiment, je dirais que la permacrise, comme l'a si bien dit Madame Lagarde, c'est un petit peu un nouveau contexte. La permacrise, c'est, je dirais, la caractéristique. Et de ce fait-là, nous ne sommes plus devant un environnement stable. Nous évoluons dans un environnement qui est instable et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas attendre, je dirais, l'évacuation de crise pour pouvoir évoluer ou faire évoluer une économie donnée. Donc le Maroc, comme j'ai expliqué, est conscient en tant que pays de ces évolutions, et le Maroc, et je reviens au titre que vous avez choisi, les enjeux et les opportunités, le Maroc veut et souhaite faire de cet environnement économique une vraie opportunité pour son économie. Et voilà pourquoi aujourd'hui l'environnement est caractérisé par l'émergence de nouvelles grandes puissances, une redistribution des cartes, de redistribution des alliances, le changement des alliances économiques conventionnelles. États-Unis, Europe, c'est fini aujourd'hui. Même États-Unis, Canada, même le Nord-Amérique, là on voit effectivement que l'administration Trump actuellement a introduit de nouvelles règles du jeu qui font qu'aujourd'hui il y a une incertitude terrible. L'Europe se retourne plutôt vers l'Inde. L'Inde est en train un petit peu de chercher des alliances même avec les États-Unis. Et devant cette situation, le Maroc arrive à maintenir et à préserver ses équilibres macroéconomiques. Dieu merci. Parmi les équilibres sacro-saints, il y a celui du déficit budgétaire. Et comme vous le savez, pour les personnes parmi nous, ils devraient certainement se rappeler de cette douloureuse période du PAS, le programme d'ajustement structurel, où le fait que l'État marocain avait perdu le contrôle de son équilibre budgétaire a induit malheureusement un endettement à l'extérieur et une cure effectivement, qui était très très difficile, dont les séquelles se sont toujours. Donc l'establishment du ministère des Finances et l'establishment de l'exécutif est catégorique. Pas question effectivement de lâcher, pas question de renoncer à ces équilibres. Donc l'architecture a été faite de façon à maintenir le financement et l'effort financier de l'État, mais on fait mention, je dirais en quelque sorte, les trois principaux ingrédients de l'émergence de toute économie, à savoir l'investissement, l'épargne et la consommation. Sur le plan d'investissement, cette année, c'est une année record. Sur tous les plans, parce qu'on doit dépasser quand même les 300 milliards de dirhams de l'effort financier de l'État. On y reviendra tout à l'heure, justement, pour parler chiffres. Et sur effectivement la partie purement épargne, nous avons effectivement au Maroc quelques défis en relation avec l'éradication des inégalités, notamment les aspects liés à l'insertion sociale. Et je dirais en quelque sorte le chômage aujourd'hui qui... Bonne nouvelle ce matin, j'ai vu que ça a baissé de 3,3 points. Donc, effectivement, c'est une amélioration avec, Inch'Allah, cette année, je pense que c'est une année qui est prometteuse et nous savons très bien que l'économie marocaine est dépendante de la pluviométrie, que une bonne année agricole serait certainement une année positive sur tous les plans. Mais aujourd'hui, certes, nous cherchons à maintenir cet équilibre macroéconomique à travers l'encouragement de l'investissement, de facto l'encouragement de la consommation, sachant que la consommation interne, c'est effectivement le garant de toute évolution économique, mais en même temps, le Maroc se positionne comme étant un hub sur le plan régional et une force effectivement économique émergente. Voilà pourquoi cette loi de finances vient aujourd'hui pour apporter des ingrédients, pour apporter des évolutions, plutôt des incitations, mais surtout aujourd'hui pour faire évoluer ces trois aspects que je viens de citer, à savoir l'épargne, la consommation et l'investissement. Et sachant que, comme je l'ai expliqué, les équilibres macroéconomiques sont justement très, très favorables. Cette année, je pense que nous allons dépasser les 5%, dernier chiffre du ACP en matière de taux de croissance. Donc, globalement, c'est des chiffres qui sont positifs. Mais vous avez parlé d'un environnement instable. Oui.
sachant que l'État a mis depuis 2019, donc au lendemain des assises fiscales, Oui. une réforme qui s'est voulue être progressive. Oui. Et justement, par rapport à ce contexte particulier, est-ce que cette loi de finances constitue une continuité ou bien marque-t-elle une rupture justement par rapport à cette réforme engagée depuis 2019? Alors, lorsque nous parlons d'instabilité, nous parlons d'un ingrédient qui, vous avez parlé de rupture. J'ai parlé tout à l'heure de la permacrise. Première rupture, c'est que la crise devient structurelle. Aujourd'hui, la gestion des risques sur le plan international, le Maroc a eu son lot, et effectivement, il a eu un petit peu cette manière de voir ces crises qui se succèdent, ces crises qui deviennent un quotidien, et que finit le temps, on se dit, tiens, nous avons une crise, nous allons attendre que cette crise se dissipe, on va attendre que cette crise soit surmontée pour continuer. Donc la crise, la permacrise, c'est une donnée qui est importante. Je pense que le Maroc a compris aujourd'hui que la gestion des risques est un ingrédient qu'il va falloir gérer. Mais vous avez parlé des aspects fiscaux. Les troisièmes assises de la fiscalité ont émis un ensemble de recommandations dont l'objectif, c'est de gérer une évolution et de, je dirais, stimuler une évolution de notre fiscalité. La grande question qui se pose aujourd'hui, et je pense que c'est une question qui est partagée par tous les praticiens, et je pense aujourd'hui que c'est l'État, lorsque je dis l'État dans le sens le plus large, mais je parle aussi de l'exécutif et des gouvernements qui s'y succèdent de façon particulière, essaie en quelque sorte d'apporter un équilibre pour une fiscalité qui se veut un levier de développement socio-économique. Là, je reviens aux recommandations des troisièmes assises de la fiscalité, dont l'objectif et l'horizon ne sont pas court-termistes. Et également, il ne faut pas l'oublier, il faut le reconnaître, une fiscalité qui permet de garantir l'équilibre budgétaire, parce que 90% des recettes de l'État sont des recettes fiscales et parafiscales. Donc voilà aujourd'hui l'énigme. Mais pour revenir un petit peu et cadrer le calendrier, 2019 c'était les recommandations, mais ce n'est qu'en juillet 2021 que la loi cadre a été votée pour cadrer les 5 prochains exercices, c'est-à-dire la loi de finances 2022 et suivant, 5 ans. Donc c'est une programmation quinquennale qui devrait expirer cette année. Donc là, entre 2019 et 2021, c'était un petit peu le débat. On ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé en 2020, c'était le Covid, c'était la loi des finances 2020, la loi de finances rectificative 2020, et puis la loi de finances 2021. Donc c'était une année de turbulence, même sur le plan politique, parce qu'il y avait les élections, donc il y avait un nouvel exécutif, une nouvelle coalition gouvernementale, un nouveau programme gouvernemental, mais qui s'est toujours inspiré de ces troisième assise de la fiscalité, parce que c'est un sujet là de consensus national pour marquer et refaçonner cette fiscalité. Donc là, effectivement, nous sommes aujourd'hui devant l'année, le terme de cette première phase de la réforme, effectivement fiscale, et qu'aujourd'hui, ces 5 ans, ces 5 années que nous avons vécues, c'était une succession de lignes de conduite de l'administration fiscale. Nous avons remarqué que, je dis l'administration parce que c'est l'entité qui se charge un petit peu d'interpréter et principalement de proposer les dispositions fiscales, mais aujourd'hui il y a un consensus, il y a une entente sur le plan politique pour aller de la sorte. Et c'est une année d'atterrissage par excellence. Atterrissage et on peut dire aussi de stabilisation. Non, sincèrement, la fiscalité partout dans le monde. Jamais vous allez trouver un pays qui va vous dire aujourd'hui nous avons une fiscalité stable et que voilà, on arrête de changer quoi que ce soit. Jamais. La fiscalité, c'est un champ d'action qui est en évolution, on perpétue l'évolution. Il y a 2 aspects je dirais en quelque sorte d'action sur le plan fiscal. Il y a l'aspect législatif, l'aspect disposition, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a un aspect process, un aspect norme qui est omniprésent. Et c'est ce qui fait le charme de cette matière. Nous avons toujours tendance, malheureusement, chez les praticiens, nous avons tendance à oublier souvent que la fiscalité est avant tout une matière juridique par excellence, parce que nous parlons avant tout de droit fiscal. C'est que nous transformons
ce qui est légiféré comme texte fiscal en pratique fiscale. Et ce passage n'est pas facile à comprendre si nous ne prenons pas en considération, d'ailleurs on va lire certainement ensemble sur le détail de ces dispositions, si nous ne comprenons pas la manière avec laquelle l'État, et à travers bien sûr l'État, l'exécutif, chercherait à faire respecter ces dispositions, à les faire évoluer et à respecter ce que j'ai dit tout à l'heure, ce débat éternel sur le bien fondé et la raison d'être de la fiscalité, surtout chez nous au Maroc, parce que, il ne faut jamais l'oublier, nous sommes un pays fiscaliste par excellence. C'est 90% presque des recettes. Donc là, comment faire en sorte que la fiscalité ne soit pas pesante sur les structures sociétales et économiques, mais en même temps, comment garder et maintenir notre souveraineté budgétaire en ayant les recettes nécessaires pour financer des politiques d'État qui sont budgétivores. Je reviens effectivement sur les quatre priorités de cette loi de finances, à savoir je dirais la poursuite des réformes et notamment la consolidation des acquis sur le plan économique, l'État social, la nouvelle génération des politiques territoriales et des politiques visant à éradiquer les disparités sociales. En dernier lieu, il y a une priorité qui n'est pas à 100% politique, c'est une priorité technique. C'est la soutenabilité budgétaire. Comment maintenir les marges? Nous sommes un pays de plus en plus souverain sur le plan budgétaire lorsque nous comptons sur nos propres ressources et moins sur l'endettement, notamment l'endettement à l'international. C'est là où nous avons à avoir cette marge pour agir. Donc, juste pour vous dire que là, nous sommes sur je dirais une continuité pour les 5 ans, effectivement. JD, c'est une année d'atterrissage, mais en même temps, la ligne de conduite était claire dès le premier jour et il a été effectivement maintenu durant ces 5 années. On reviendra tout à l'heure parler des 90% et de la dépendance justement du budget de l'État, principalement des impôts. Là, au niveau de la Fondation Création d'entreprises, on accompagne principalement, comme je l'ai avancé dans mon introduction, les TPME. Aujourd'hui, qu'apporte réellement cette loi de finances 2026 pour les TPME? Alors, écoutez, moi je vais être pragmatique. Il y a deux aspects qu'il faut regarder dans une loi de finances. Il y a l'aspect que je viens de citer, c'est l'aspect, je dirais, fiscal, douanier, puisqu'aujourd'hui, nous sommes sur des mesures qui sont incitatives, des mesures qui devraient changer la destinée de la TPME dans notre pays. Il y a un aspect budgétaire, c'est-à-dire aujourd'hui la contribution de l'État pour la promotion de l'entrepreneuriat. Alors, pour les deux aspects, je peux vous assurer qu'il y a du nouveau. Maintenant, on peut ne pas être d'accord sur la pertinence de certaines mesures, surtout sur le plan fiscal, sachant que l'objectif est un objectif, je dirais, un objectif de clarté, de transparence pour l'État, et puis surtout d'une uniformité sur le plan fiscal, parce que le problème aujourd'hui, c'est que, à force d'avoir plusieurs lois de finances, qui stipule beaucoup de choses sur plusieurs sujets. On a comme une multitude de millefeuilles et que même la fiscalité devient compliquée. On crée parfois des effets de seuil et ça pénalise la crédibilité de la TPME. Parce qu'en créant des effets de seuil, à un moment donné, on avait un barème progressif, puis un barème proportionnel. Le législateur fiscal a décidé de dire on arrête. Un taux, à partir de cette année, un taux supérieur, enfin un taux extrême, les 35% pour les sociétés ayant un résultat net supérieur à 100 millions, et moins que ça, c'est 20%, c'est la règle. Donc, sur le plan, par contre, budgétaire, oui, là, effectivement, nous attendons beaucoup de choses parce que c'est l'année de l'opérationnalisation de dispositifs incitatifs pour la PME et TPME dans le cadre de la charte d'investissement. Justement, dans le cadre de ce dispositif, donc, y a-t-il des secteurs d'activité justement qui sont privilégiés dans cette loi de finances? Moi, je vais vous dire que cette charte d'investissement, il a été conçu de façon très qualitative. Oui, certes, il y a des secteurs
qui sont effectivement pas favorisés. Je dirais que c'est des secteurs qui bénéficiaient d'une prime sectorielle. Mais le dispositif s'adresse à toutes les entreprises, à quelques exceptions. Le commerce, l'agriculture et la promotion immobilière, qui sont des secteurs un peu atypiques. Maintenant, tous les secteurs qui sont productifs sont les bienvenus, sans exception. Maintenant, des secteurs que les loisirs, pour promouvoir le tourisme, l'aquaculture, effectivement, des secteurs de l'innovation, hein, dans des secteurs qui sont très prisés. Ces secteurs-là bénéficient de primes sectorielles. Mais aujourd'hui, je dirais l'approche, c'est une approche à 360 degrés. Tout d'abord, l'approche genre. Il y a l'approche genre tout d'abord qui est concrétisée et consacrée par cette charge d'investissement. Il y a également l'approche territoriale. J'ai parlé tout à l'heure des politiques suite aux directives royales du dernier discours de trône. Le gouvernement a été appelé à concevoir une nouvelle génération où le territoire se positionne comme étant un élément central. C'est pas pour aussi réduire les disparités régionales? Oui, bon, les disparitions territoriales, mais également dedans, il y a le sujet social ou sociétal, donc les disparités sociales. Donc il y a des primes territoriales arrivant jusqu'à 15%, entre 10 et 15% de la prime territoriale. Il y a également l'aspect insertion professionnelle et insertion ou la promotion de l'emploi. C'est-à-dire, par le passé, le critère pour financer un projet était le budget, était le volume. C'était 50 millions et supérieur. Maintenant, non, c'est plus le cas. Maintenant, à partir de 1 million de dirhams, on peut financer et on peut encourager. Et plus il y aurait de postes d'emploi créés, mieux, effectivement, on va effectivement prendre de moins en moins en considération ces aspects budgétaires. Moi, je pense aujourd'hui que les différents dossiers qui vont être traités gagneraient en pertinence et en singularité. L'expérience a démontré que les actions en matière d'encouragement de l'entrepreneuriat perdent de leur pertinence dès que ça devient un rituel monotone. Ça d'un côté. Sans oublier, on peut en parler, un sujet qui est culturel, c'est que parfois, nous oublions que l'acte d'entreprendre, ce n'est pas un acte effectivement procédural ou un acte effectivement je dirais de monotonie. C'est un acte novateur qui est très riche sur le plan humain. Il n'y a pas d'entrepreneur inné. Il y a des entrepreneurs qui apprennent sur le champ. Et l'expérience de l'entrepreneur sur le plan humain, il est tellement pesante, et là j'invite toutes les personnes qui participent avec nous à cette conférence, de lire et de consulter les success stories. C'est des gens qui n'ont pas du tout eu la vie simple. C'est dans des cas rares. Et même lorsqu'ils sont issus de grandes familles, tout ça, leur parcours, c'est toujours un parcours personnel. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui n'a pas travaillé pour devenir quelqu'un qui a réussi. Et les self-made men, les self-made women, les success stories sont avant tout des expériences humaines. Maintenant, le rôle de l'État, à travers cette charte, c'est de concevoir et de préparer un cadre incitatif, mieux orienté. Tout d'abord, l'approche genre. Deuxièmement, l'approche sectorielle. Troisièmement, l'approche territoriale. Mais il y a l'aspect le plus important à ne pas oublier, c'est la consistance du projet. Est-ce que l'entrepreneur sait effectivement de quoi il parle? Est-ce qu'il a l'expérience nécessaire? Est-ce qu'il a les références nécessaires? Et est-ce qu'il se distingue et se différencie? Et ne pas oublier, aujourd'hui, et ça, aujourd'hui, en répondant à une de vos questions tout à l'heure, lorsque vous parlez de secteur, l'industrie par exemple, l'État marocain aujourd'hui, il a des chantiers d'État. Parmi les chantiers d'État, l'industrialisation du pays. Donc tout projet industriel, il est de facto privilégié, à condition que ce soit un projet d'industrialisation porteur de valeur ajoutée. Il y a aussi la création d'emplois, puisqu'on a intégré le taux d'employabilité, dans tout ce qui est calcul de la prime. Oui, exactement. Absolument. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une approche multidimensionnelle. On ne veut pas apprendre pour apprendre. On ne veut pas plutôt employer pour employer. On veut employer pour que les gens apprennent, que nous puissions créer une vraie, génération de futurs entrepreneurs. Nous créons une vraie dynamique entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, l'incitation à l'entrepreneuriat,
commence par l'emploi, l'employabilité. Regardez autour de vous, lisez les CV des success stories, lisez les CV des personnes qui ont réussi, ils ont toujours commencé quelque part. Je ne vais pas être méchant, mais parfois, mon conseil à toute personne qui souhaiterait créer son entreprise, désolé pour le terme, je vais veux pas être désagréable, mais je le recommande, écoutez, commencez quelque part. Désolé pour le terme encore une fois, faites supporter le coût de la formation à quelqu'un. Lorsque vous allez être mature sur le plan professionnel, et vous allez acquérir les bons réflexes, et vous allez avoir vraiment cette vision long-termiste, allez-y, investissez et commencez à faire de l'entrepreneuriat. Mais avant, c'est un peu compliqué. On ne peut pas aujourd'hui commencer du jour au lendemain, décrocher le diplôme aujourd'hui, commencer l'entrepreneuriat demain. En tout cas, de mon point de vue, il faut toujours une période d'apprentissage, une période transitoire, qui permettrait effectivement de découvrir le monde professionnel et puis se projeter. Et parmi je dirais, les éléments très très bénéfiques de cette charte d'investissement, c'est que, de mon point de vue, il a démocratisé l'accès et il a essayé de passer un message très important. Beaucoup de personnes aujourd'hui critiquent le seuil des 1 million de dirhams. Mais aujourd'hui, il faut qu'on soit un peu logique et qu'on soit réaliste. Comment peut-on aujourd'hui imaginer une TPE ou TPME qui souhaiterait aujourd'hui évoluer avec moins que ça? Alors là, on tombe, et c'est ça ce que j'alerte moi toujours, l'entrepreneuriat, ce n'est pas la rente. Une entreprise est créée pour grandir, évoluer, pas gagner de l'argent, mais gagner, investir, et ainsi de suite. Nous attendons, en parlant toujours, effectivement, la dernière composante de cette charte d'investissement que nous attendons avec aussi impatience, c'est la charte incitative pour l'internationalisation de l'entreprise et l'incitation pour les secteurs exportateurs. Il n'y a jamais eu une économie qui a réussi partout dans le monde qui ne s'est pas exportée. Et jamais on peut s'exporter qu'à travers, pas que les grandes entreprises, mais aussi la TPME. Donc, lorsque notre TPME va être consciente du fait qu'il va évoluer dans un environnement local et qu'à un moment donné, il faut qu'il s'exporte pour encore grandir, je pense que c'est un changement culturel qui est très important. Cette charte d'investissement, de mon point de vue, il présente les ingrédients. Et c'est aux entrepreneurs, les futurs entrepreneurs, de se greffer à cette dynamique. Et de saisir ces opportunités. Absolument. Vous avez parlé tout à l'heure de l'IS, donc on va parler impôts, on va parler de l'IS, de la TVA Absolument. Et de l'IR. Pour l'IS, donc vous avez parlé d'un taux de 20% pour les TPME ayant un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions de dirhams. On sait que l'IS a connu également une réforme progressive. Est-ce qu'il atteint cette année 2026 une maturité et qu'est-ce que ça représente pour les TPME? Écoutez, cela fait 4 ans que nous avons commencé à vivre ensemble je dirais en quelque sorte, cette harmonisation des taux. On était sur plusieurs taux, il y a du 10, il y avait du 15, il y avait du 20, il y avait effectivement du 31%, il y avait du 37 et ainsi de suite. Il y a cela 4 ans, on a commencé un petit peu à rapprocher pour arriver à un taux uniforme. Beaucoup de gens ont critiqué cette mesure, mais je ne suis pas d'accord. Jusqu'à 2014, on était sur un taux unique de 30% et ça ne posait pas de problème. Maintenant, 20%, je pense que c'est un taux qui est très intéressant. Et c'est un taux normatif, je dirais correct. Regardez un petit peu les différentes expériences partout dans le monde, même dans des paradis fiscaux que je ne vais pas citer, le taux de l'IS, il est de 15%. Donc, que je ne vais pas citer. Donc, dans ce cas-là, nous sommes sur un taux qui est... Voilà. Attention, lorsqu'aujourd'hui on fabrique des incitations fiscales qui ne sont pas réfléchies, alors on crée 2 phénomènes. Tout d'abord, le phénomène des effets de seuil, le phénomène, effectivement, de niche fiscale non expliquée, sur lequel on pourrait faire évoluer des pratiques fiscales qui seraient malheureusement peu orthodoxes. Et nous avons également, parfois, deuxième élément, c'est le rating du Maroc. Le Maroc vient de sortir il y a quelques années de la liste grise. Parce que lorsqu'on accorde trop d'incitations fiscales, écoutez, nous ne sommes pas perçus comme étant un pays stable pour l'investissement. C'est comme si nous sommes un paradis fiscal plutôt qu'autre chose. Et ça, c'est pas du tout bon.
l'attractivité du Maroc doit être une attractivité économique. Le législateur, il y a de cela 4 ans, a décidé de changer il y a plus que ça, je pense plus 5 ans, 6 ans, elle a décidé de changer la nomenclature fiscale. Nous ne parlons plus de zone offshore. Le terme offshore a été banni. Nous parlons de zone d'accélération industrielle. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons une politique réfléchie. La fiscalité vient en deuxième lieu. Nous accordons des incitations fiscales réfléchies, millimétrées, mais c'est plus des incitations pour des incitations. Maintenant, d'un autre côté, et avec cette uniformité, il y a une stabilité fiscale. Tout le monde sait, il y a une équité, une uniformité. Tout le monde est traité de la même façon, à un même pied d'égalité. Il ne faut pas aujourd'hui qu'on cherche à minimiser. Vous savez, lorsqu'on était sur du 10, 20, 31, désolé pour le terme, on était sur parfois une quête terrible pour jouer sur les seuils. Il y avait un effet de seuil qui n'était pas du tout admis. À chaque fois, on cherche un petit peu à payer moins de 10% parce que dès qu'on dépasse les 300 000 de résultats nets, on est sur du 20. Alors du simple double, on se bagarrait pour rester toujours sur ces niveaux de seuil. Maintenant, il n'y a plus de niveau de seuil. Tout le monde aujourd'hui, jusqu'à 100 millions de dirhams, et Dieu sait que les entreprises qui font 100 millions de dirhams sont bien connues, on est sur du 20%. Je pense que ça, c'est un niveau qui est très très important pour la stabilité. La stabilité non seulement sur le plan gestion, mais la stabilité sur le plan projection. Les business plans et tout ça, on a une visibilité. Mais je pense que il n'y a pas de progressivité, il n'y a pas de phénomènes qui sont peu recommandés. Un seul taux qui sert à tout le monde et qui consacre une certaine équité. Maintenant, l'IS n'est plus un obstacle en soi-même, n'est plus un sujet. Parce que vous savez, lorsque aujourd'hui, et ça j'ouvre une parenthèse que je vais essayer de fermer rapidement, lorsqu'on fait en sorte, et ça c'est l'erreur à ne pas commettre, lorsqu'on fait de la fiscalité la raison d'être et l'élément primordial pour effectivement expliquer et pour je dirais en quelque sorte à prioriser pour la création de valeur dans une entreprise, ça c'est l'erreur. C'est-à-dire on se menotte les mains et les pieds. Bon, je vais faire moins de résultats pour payer moins d'impôts. Je ne vais pas, désolé pour le terme, tout déclarer pour ne pas payer d'impôts. Je pense que là, nous sommes sur une logique qui est malheureusement de ronde et qui n'est pas long-termiste. Voilà. Merci beaucoup. Et donc on a parlé IS. La TVA aussi a connu on va dire, une évolution, puisqu'il y a eu l'harmonisation des taux, donc on est passé de 5 à 3. Est-ce qu'on pourrait rappeler un petit peu ce qui était fait en matière de TVA, surtout en 2025, sachant que c'était l'année de la TVA, et les nouveautés, s'il y en a, par rapport à cette loi de finances 2026? Alors, des nouveautés sont des nouveautés qui sont, je dirais, qu'on peut vraiment citer très rapidement. Maintenant, si on revient au taux, oui, c'est la même logique que l'IS. Nous étions sur 5 taux. 10, 0, 7, 10, 14, 20. Maintenant, c'est 3 taux, du 0%, du 10 et du 20. Donc cette harmonisation, de mon point de vue, et dans des cas très rares, n'a fait que bénéficier, qui était que très bénéfique pour l'ensemble des contribuables. Généralement, les taux, je dis généralement, les taux ont été revus à la baisse. Généralement. Maintenant, les taux qui ont été harmonisés, c'était effectivement pour éviter ces sujets. On parle parfois d'effet de seuil en matière d'IS. Pour faire simple, c'est la manière avec laquelle le contribuable je dirais, architecture son résultat pour payer le minimum. C'était pas du tout raisonnable ni rationnel. On a enlevé. Maintenant, c'est le même taux pour tout le monde. C'est du 20%. À la TVA, nous avons un autre souci. C'est ce que nous appelons le butoir. Le butoir, pour faire encore simple, c'est la différence de taux entre la TVA facturée, qui était minime, et la TVA à récupérer, ce qui a créé des situations de crédit de TVA ou de TVA rouge, qui n'avaient aucune logique sur le plan économique. Alors, le législateur a essayé en quelque sorte de faire du back-to-back, c'est-à-dire de standardiser et d'harmoniser cette pratique-là, en favorisant certaines, effectivement... alors, je dirais pas certains secteurs, parce qu'on peut pas dire ça. Là, encore une fois, j'ouvre une parenthèse que je vais faire rapidement. Je peux pas me faire l'économie de ne pas expliquer parfois les concepts. C'est que, à la différence de l'IS et de l'IR, la TVA frappe des opérations et pas des personnes.
Parce qu'on peut dire, on peut jamais dire « je suis exonéré de la TVA ». Ça n'existe pas. Je suis exonéré au titre de mon chiffre d'affaires relatif à tel ou tel secteur. Ça, oui, c'est logique, parce que la TVA, ça concerne des opérations. Alors là, à quelques exceptions, le cas des médicaments, et il était temps, parce qu'on était parmi les rares pays au monde qui continuent à taxer les médicaments à la TVA, c'était pas du tout raisonnable. Parce que là, la TVA, c'est pas un ingrédient. Enfin, les médicaments, pardon, ce ne sont pas des ingrédients de consommation. C'est comme si on est en train de taxer une consommation, c'est pas le cas. Alors là, aujourd'hui, avec les 10, 20 et les zéros qui est exonéré, je pense qu'il y a une logique. Et pour effectivement faire face à ces sujets de butoir, et lorsque nous parlons d'une incitation fiscale, le cas des médicaments, on ouvre droit au remboursement. On continue à encourager le secteur de l'export, on ouvre le droit au remboursement. On continue à encourager l'investissement et on ouvre toujours le droit au remboursement pendant les 36 mois ou encore l'exonération pendant les 36 mois. Même si pour l'exonération, l'État demande et exige toujours des garanties pour s'assurer de la pertinence de ces demandes. Il y avait quand même une pratique qui était fâcheuse. Si les créations d'entreprises pour bénéficier de l'exonération, pas pour une raison qui est rationnelle et économique. Et c'était pas du tout rationnel, c'était pas du tout normal. Alors, ça, d'un côté, sur le plan, effectivement, de taux et de secteur. Alors, durant ces dernières années, l'État, enfin, l'exécutif a continué à pister, effectivement, certaines opérations qui étaient à connotation sociale. Prenons le cas cette année, l'exonération du sang et de ses dérivés, qui continue à être taxé à la TVA. L'exonération des pâtes courte, non cuite et non farcie, qui est quand même une alimentation de large consommation. Donc là, effectivement, on est en train de faire je dirais un petit peu la quête de ces opérations qu'on doit encourager sur le plan social, mais sur lesquelles, effectivement, il n'y avait pas de raison à continuer à taxer à la TVA, sans oublier le deuxième aspect qui concerne les trois effectivement, taux, les trois plutôt impôts, pardon, et qui constitue un changement de paradigme. Et là, on revient, vous vous rappelez de ce que j'ai expliqué au début, c'est que la fiscalité, il y a un sujet de texte, de législation, mais il y a également un sujet de process et de mode de recouvrement. C'est le cas de la retenue à la source. Exactement. La retenue à la source, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire, alors, pour l'anecdote, chaque fois que, enfin, les premiers séminaires que j'ai animés, j'avais toujours une question qui me pose, c'est quoi cette retenue à la source? Est-ce que c'est un nouvel impôt? Alors là, il faut qu'on clarifie les choses. La retenue à la source n'est pas un nouvel impôt. Les impôts n'ont pas changé. En tout cas, n'ont pas changé, c'est-à-dire, sauf les changements qui ont été induits par les lois des finances, sur les taux, sur l'assiette. C'est le même assiette, c'est les mêmes taux. Intervient le mode de recouvrement. Alors, pour sécuriser les recettes fiscales, aussi pour sécuriser l'équilibre des recettes fiscales, et devant un constat qui est ce qui est, c'est que le déclaratif n'a toujours pas pu imposer je dirais en quelque sorte, sa crédibilité. C'est que les contrôles fiscaux et certaines pratiques qui n'étaient pas malheureusement des pratiques équilibrées ont malheureusement taché la crédibilité de des aspects déclaratifs. Bon, on peut ne pas être d'accord, mais le constat est là. L'État ou l'exécutif vous demande d'effectuer des retenues à la source et vous demande aujourd'hui, par la suite, de faire les comptes et d'imputer ce qu'on vous a retenu ou ce que vous avez retenu. Oui, et il s'agit là de retenue à la source à 100% et 75%. Les 100%, 75% pour le cas de la TVA et des 10 et 15%, voire 20% pour l'IR, soit au titre des honoraires, parce que 10 au titre des honoraires et plutôt 10 et 15, voire 20% pour les loyers, la location, comme pour 5% de l'IS. Ça également, il est retenu par les établissements publics. Donc, effectivement, ces retenues à la source, qui ont été consacrées et confirmées avec cette loi finance, on va y revenir, ont pour objectif aujourd'hui de limiter en quelque sorte, entre parenthèses, je dirais en quelque sorte la marge en matière d'arbitraire de recouvrement, mais également de sécuriser la recette fiscale
et de sécuriser l'équilibre de cette recette fiscale. Est-ce qu'ils ont permis justement d'élargir l'assiette fiscale? L'assiette n'a pas changé. N'a pas changé, elle reste la même. L'assiette est le même. Ils ont permis d'augmenter les recettes fiscales. Ça, oui. Et ils vont permettre d'augmenter les recettes fiscales cette année, parce que nous nous attendons quand même à une augmentation de 14% des recettes fiscales. Je pense que l'année 2025 était une année record sur tous les plans. Et pour la première fois, on est arrivé à 324 milliards de dirhams de recettes fiscales. C'est un record historique. Alors, cette année, c'est une extension de la TVA. Nous avons vu la dernière fois, c'était les achats de certaines prestations et les marchés. Maintenant, c'est les honoraires. Et c'est les loyers. Autant pour les personnes physiques, on a mis en place un système qui est intéressant, 10, 15 ou 20%. Alors les 20%, pour l'anecdote, c'est avec la logique la tabac al-mtboua. C'est-à-dire toute personne aujourd'hui qui souhaiterait payer effectivement son IR sans avoir à s'expliquer par la suite et sans avoir à faire des déclarations, c'était cette logique à partir de 2025 de 20% libératoire. Maintenant, on continue avec cette histoire d'hier, effectivement de loyer, mais là, c'est pas personne physique qui loue à des personnes structurées, des personnes morales ou des personnes effectivement professionnelles. C'est une société qui loue à des personnes morales ou à l'État ou aux banques et effectivement les établissements ou les sociétés et les compagnies d'assurance. C'est 5%. On applique les 5% que j'ai cités au tout début. Dans certaines conditions, pour l'État, les collectivités territoriales, la banque et je dirais les assurances, c'est à partir du 1er juillet 2026. Mais pour les entreprises, au début c'était 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Le législateur, suite aux doléances et suite à la discussion, surtout au niveau de la deuxième chambre, il a été décidé de faire effectivement un calendrier comme suit. Les sociétés qui réalisent plus de 500 millions, sociétés locatrices, clientes, ils n'ont à enlever, à ponctionner les 5% des loyers qu'ils versent à d'autres sociétés que lorsque il dépasse 500 millions. Ce seuil devient 350 millions à partir du 1er janvier 2027 pour finir à 200 millions de dirhams à partir du 1er janvier 2028. Donc ce n'est que les sociétés locatrices à plus de 200 millions qui vont ponctionner. Alors, juillet 2026 pour 500 millions. 1er janvier 2027 pour 350 millions. 1er janvier 2028 pour les 200 millions. Le même calendrier, le même raisonnement a été transposé pour la TVA, au titre des honoraires, des rémunérations, de courtage, et ainsi de suite. La même chose, effectivement, et là, on revient aux bonnes vieilles méthodes. C'est les 100% si on ne présente pas d'attestation, effectivement, de régularité, et 75% si on présente. Le prestataire est une personne morale. Le cas des cabinets conseils, même des cabinets d'expertise comptable, et c'est le même raisonnement. Donc, le législateur cherche à aller encore de l'avant sur cette logique de retenue à la source pour encore sécuriser les recettes fiscales, mais il cherche toujours à adopter les mêmes règles, les mêmes seuils et uniformiser ces traitements parce que là, depuis 2023, la retenue à la source se positionne comme étant effectivement un moyen de recouvrement qui s'est avéré efficace pour sécuriser les recettes fiscales. L'impact pour la PME-TPME, je dirais, écoutez, je vais être... avec les grands clients, oui, il y a un impact. Mais avec la PME-TPME, effectivement, similaire, non. Parce que là, vous savez, le seuil de 200 millions, il a fait qu'une partie non négligeable des entreprises. Mais soyons, soyons long-termistes. Il faut pas, nous ne sommes pas à l'abri de changements encore de ces seuils à la baisse. Peut-être pas l'année prochaine ou enfin 2028 même, mais cette année c'est une année électoraliste par excellence. Il y aura une nouvelle coalition gouvernementale avec un nouveau effectivement plutôt programme gouvernemental, peut-être un amendement de la loi 4 qui devrait expirer en 2026. On pourrait imaginer un amendement à partir de 2027, encore pour 5 ans. Et la retenue à la source pourrait toujours, parce qu'il a démontré son efficacité. Maintenant, la grande question, c'est de toujours garantir et maintenir
les garanties du contribuable à la restitution en cas de trop perçu, et effectivement à la fluidité de ces restitutions et de ces remboursements, que ce soit pour la TVA ou pour les autres impôts. Justement, est-ce qu'on a prévu des mécanismes pour justement avoir cette optimisation de recouvrement par rapport aux contribuables? Je pense que c'est la digitalisation par excellence. Parce que tous les process pratiquement sont digitalisés. Il faut saluer quand même un événement qui n'est pas des moindres. C'est la digitalisation du process de remboursement de la TVA. C'est pas des moindres. Alors qu'auparavant, beaucoup d'opérateurs économiques se plaignaient effectivement du fait que c'était toujours une opération physique et artisanale. Maintenant, il a été digitalisé. L'administration fiscale s'est engagée toujours à restituer, bien sûr, lorsque le contribuable est en droit. C'est-à-dire, oui, on peut toujours demander la restitution, mais il y a derrière, il ne faut jamais l'oublier, quand même, un contrôle de la part de l'administration fiscale, de la pertinence de ces demandes de restitution, je dis entre parenthèses, et ça n'engage que ma modeste personne. Et là, c'est tout le débat sur la qualité et sur la conformité, effectivement, des restitutions de contribuables. Et vous savez une chose, c'est que les déclarations fiscales, la comptabilité et ces éléments, c'est l'image de l'entrepreneur. Si c'est un entrepreneur organisé, ordonné, avant-gardiste, la comptabilité serait de bonne qualité. Le contraire, il en résulterait une comptabilité je dirais, de mauvaise qualité. Même si on est en crise, même si on est en difficulté, je peux vous assurer qu'il y aurait des sociétés en difficulté qui ont une comptabilité nickel, qui retrace ces difficultés. Maintenant, aujourd'hui, négliger ces aspects, alors là, encore une fois, je vais me permettre d'ouvrir une parenthèse, et pas des moindres. Lorsque nous allons continuer, en tant qu'entrepreneur, à faire de la comptabilité un acte administratif obligatoire qui n'a aucun sens. Parce qu'on pose la question, il vous dit, alors il faut ça le bilan. Et certains entrepreneurs découvrent le résultat net le 31 mars, à 16 heures, à l'occasion du paiement. C'est-à-dire aujourd'hui, soit qu'ils sont en train de ramer à vue, soit qu'ils n'ont pas cette visibilité, ils ne comprennent pas l'importance ou l'intérêt de cette comptabilité. Et ça, c'est pas bon. Toutes les expériences, même les autodidactes, étaient toujours des personnes qui ont un rationnel, une anticipation, une manière de voir. Alors, un entrepreneur qui rame à vue, qui n'est pas capable aujourd'hui de définir clairement quels sont ses objectifs, qui n'a aucune idée sur son chiffre d'affaires, qui n'a aucun moyen. Alors là, on a toujours les pieds sur terre. Parfois, je rencontre des entrepreneurs, lorsqu'on développe un tel discours, ils nous disent non, ça c'est pour les grands, nous on est petits, nous on est bien, mais c'est quoi cette histoire, le contrôle gestion c'est pour les entreprises d'une certaine taille, ça n'a pas de sens. Et parfois, c'était encore pire parce que j'ai parlé avec quelqu'un à qui j'étais en train de discuter de la stratégie. Il m'a dit la stratégie c'est pour les grands, monsieur Fakir. Nous on est petits. Ah bon, donc la stratégie pour les petits c'est impossible. Il m'a dit non, jamais. Les petits ne peuvent pas concevoir une stratégie. C'est uniquement pour les très grandes entreprises. Loin de là. Il y a du prêt-à-porter et des sur-mesures pour chacun des entrepreneurs. Donc un entrepreneur aujourd'hui qui découvre ses résultats financiers le 31 mars, qui a perdu 1 an et quart, je pense qu'aujourd'hui, la comptabilité pour lui, c'est un rituel, c'est un mal nécessaire plutôt qu'autre chose. Et ça, il y a un vrai problème de culture. Donc, il y a un problème culturel. Donc, l'anticipation, il est là. Oui. Aujourd'hui, posez la question. Vous avez surtout avec l'harmonisation des taux. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est le 3 février, certaines entreprises, ils ont arrêté leur comptabilité. Voilà. Ils sont maintenant en train de découvrir 2026. Il y en a d'autres qui n'ont même pas encore commencé. Certaines entreprises n'ont même pas encore commencé. Ils ne savent même pas sur quelle sauce ils vont être mangés. Ils vont attendre cette histoire dès le mi-février au mars pour se réveiller. Ils vont chercher les relevés bancaires de je ne sais quoi. Ils vont trouver des loupés. Match on peut pas travailler comme ça. Et la qualité de la comptabilité en découle la qualité de la contribution et la qualité de l'optimisation. Alors, là encore une fois, j'aimerais ouvrir une autre parenthèse pour dire que sur le plan scientifique et à l'échelon international, et depuis la nuit des temps, il a été prouvé par des modèles
robuste que plus on augmente de chiffre d'affaires, plus on paie moins d'impôts. Pas parce qu'on fait des tours de passe-passe, loin de là. Ils sont de côté. Vous savez, je dirais la ligne qui permet de distinguer, de démarquer entre l'évasion et l'optimisation fiscale, ça c'est un débat épistémologique sur lequel je n'aimerais pas m'attarder. Mais ce que je sais, parce que toute société qui évolue en termes de chiffre d'affaires est indéniablement et certainement une société qui investit. Et dès qu'on investit trop, on paie moins. Les redevances de crédit pareil, les amortissements, les incitations fiscales à l'investissement. Là, on paie moins d'impôts. Par contre, lorsqu'on reste comme ça, soi-même, on ne fait rien, eh ben, c'est tout à fait normal qu'on va payer plus. On va être amené à payer plus. Et il ne faut pas chercher effectivement des artifices par-ci, par-là de facturation pour essayer d'amoindrir. Ça s'appelle un petit peu du forçage. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui je dis que le jour où on va se dire que la fiscalité, oui, c'est un ingrédient effectueux, quelque chose qu'il va falloir gérer, avec lequel il faut qu'on vit, mais qu'on cherche à optimiser. Je pense aujourd'hui que la marge d'optimisation, elle est large et elle est là. Et les différentes dispositifs parmi lesquels je vous donne une qui est très intéressante, c'est celle de la loi de finances 2025, qui vous a dit que vous avez le droit de bénéficier d'autant d'incitations. Il n'y a pas de limite. Je peux bénéficier d'incitations fiscales, comme d'incitations à l'investissement au titre de la charte, comme d'incitations à l'investissement sectoriel spécifique, le cas de Goussiaha, c'est-à-dire j'ai la latitude et le droit en tant qu'entreprise de bénéficier du maximum, Maroc PME, le maximum d'incitations fiscales, d'incitations à l'investissement et des incitations fiscales, à condition d'accepter le challenge et de se dire dans une logique d'entrepreneuriat noble. Mais si c'est pour faire de l'entreprise une boîte, désolé pour le terme, une boîte à sous, malheureusement, les textes ne suivent pas. Voilà pourquoi moi j'aimerais bien insister sur le fait que la retenue à la source, il est là. Il est censé être un moyen pour sécuriser, mais pour l'entreprise, il doit gérer sa trésorerie, se préparer, effectivement, s'organiser. Alors là, même si je saute sur un autre sujet, n'oublions pas qu'à partir de 2026, c'est l'application exhaustive de la loi sur les délais de paiement. Oui. Et que là, il va falloir respecter les délais. Et s'il y a lieu de les rappeler, ces délais sont un maximum de 60 jours. Plutôt, les 60 jours, c'est une norme s'il n'y a pas d'écrit, mais un maximum de 120 jours avec l'écrit. Donc là, ça supposerait un pilotage de la trésorerie et que derrière, il y a toujours une pression sur la trésorerie, une pression sur la gestion de trésorerie. Donc l'entreprise aujourd'hui, il a un challenge, il a des difficultés, il a des jours qui ne sont pas du tout faciles. Ça, c'est l'exploitation, c'est la vie courante de toutes les entreprises du monde. Aucune entreprise n'a je dirais, un vécu ou un quotidien facile. C'est ça le charme de l'entrepreneuriat. Par contre, il faut aujourd'hui découvrir, profiter au maximum des différentes incitations qu'offre cette loi de finances, que ce soit à travers les incitations à l'investissement, mais les incitations fiscales. Merci. Donc, moi, je retiendrai qu'au lieu d'avoir une crainte de payer plus d'impôts, il faut plus avoir un mindset d'avoir une économie d'impôts par l'investissement. Absolument. Donc, la loi de finances 2026 a annoncé un budget exceptionnel pour l'investissement de 380 milliards, quand même, vous me corrigerez. C'est un précédent. Oui. Donc, sachant que l'année 2025, on avait un budget de pratiquement 340 et puis 323 auparavant. Qu'est-ce que ceci représente réellement pour l'économie marocaine? Et puis, est-ce que ce budget vient d'une rallonge des recettes de l'État ou bien seulement d'une réaffectation de certains crédits? Moi, je pense que le budget aujourd'hui qui est alloué, c'est un budget d'investissement qui est plus que louable. Et encore une fois, c'est le quantitatif et le qualitatif. Cela fait des années qu'au Maroc, nous avons remarqué que les investissements sont qualitativement orientés. Nous ne sommes plus sur des investissements conventionnels. Nous sommes sur des investissements à forte valeur ajoutée, en l'occurrence les infrastructures portuaires. Nous avons vu récemment la réunion qui a été présidée par Sidna Lansarou
pour effectivement le suivi du port Tanger Med-Ouest. Après, il y a le port d'El-Dakhla. Il y a derrière, effectivement, les autoroutes et les chemins de fer, pas des moindres. Alors là, le Maroc aujourd'hui a démontré que sa vision pour l'investissement est une vision, en quelque sorte, long-termiste et intégrée, parfaitement intégrée. Si aujourd'hui le Maroc a opté et opte toujours pour, effectivement, l'organisation d'événements sur le plan continental et international, c'est qu'il y a derrière une logique. Et une logique qui est pertinente. On témoigne, en parlant de la loi de finances, les incitations dont bénéficie le sport professionnel. Exonération pendant 5 ans, suivant la création de sociétés anonymes sportives, les abattements pour les joueurs professionnels, l'exonération de la TVA jusqu'à 2030, l'exonération des donations à l'intention de clubs sportifs, sociétés anonymes, pas clubs, associations, jusqu'à 20% du résultat net dans la limite de 5 millions. Et effectivement, l'exonération, la défiscalisation de la transformation, la restructuration des associations sportives en clubs professionnels. Sans oublier que nous avons remarqué, dernièrement, que des opérateurs du secteur privé que je ne vais pas citer sont entrés dans le capital, dont au moins une société qui est cotée, enfin faisant appel public à l'État, sont entrés actuellement dans le capital de ces clubs. Je pense que là, c'est une filière footballistique, une filière de profession à créer. C'est pas pour le plaisir, c'est également pour le sport générateur de revenus. La copie du dernier CAN, on dit ce qu'on dit, on oublie la finale, on ne veut pas en parler, mais il a démontré que le Maroc est capable effectivement de devenir un hub footballistique, un hub sportif et commercialiser des événements. Et là, je pense que c'est une logique long-termiste. De même pour la Coupe du Monde, parce que là, oui, on va construire des terrains, mais derrière les terrains, qu'est-ce qu'on va construire? Des aéroports, effectivement des lignes TGV qui vont rester pour booster le tourisme, important pour la recette, pas uniquement la recette fiscale. Donc on est dans l'investissement durable. On est dans l'investissement réfléchi, long-termiste et durable. Là, se greffe à cet investissement, et là, je dis entre parenthèses, c'est la préférence nationale. Il faut se réjouir au Maroc d'avoir aujourd'hui des champions nationaux. C'est ce que j'appelle moi le patriotisme économique. Des champions nationaux, c'était des sociétés PME, TPME, qui ont cru en elles-mêmes. Nous n'avons pas importé du savoir-faire, nous avons créé du savoir-faire. C'est ça ce qui est demandé de l'entrepreneur. C'est de rompre avec la rente qui est sévèrement sanctionnée sur le plan fiscal et d'aller sur des secteurs réfléchis. Voilà. Et là, effectivement, le code, enfin, vous parlez de la commande publique. Il y a bien sûr le territoire, il y a les organismes publics, il y a les sociétés. Et là, nous avons quand même, au niveau du code, enfin du décret des marchés publics, une disposition qui est claire, 20% de la commande publique doit être orientée vers la PME et la toute petite entreprise. La toute petite entreprise, c'est le projet d'une grande entreprise. La toute petite entreprise qui veut rester petite jusqu'à la fin des temps, je pense que c'est une entreprise, c'est pas qu'il manque d'ambition, je pense que c'est une entreprise qui est perdue. Parce que tout le monde a commencé, à quelques exceptions, mais beaucoup de success stories ont commencé tout petits, ils ont grandi. Là, le Technopark, effectivement, c'est une pépinière. On peut aujourd'hui lister beaucoup de success stories d'entreprises qui ont commencé ici, mais qui ont évolué, c'est maintenant des fleurons et des fiertés sur le plan national. C'est ça. L'investissement, il est censé aujourd'hui doper le tissu économique, il est censé doper le know-how, le savoir-faire marocain, le savoir-faire des entreprises marocaines. Mais ça supposerait l'existence d'une classe entrepreneuriale, d'un tissu conscient, qui n'en fait pas une rente. Vous savez, lorsque la commande publique devient une rente, c'est une manière pour gagner de l'argent. C'est de l'obénisme, c'est de l'opportunisme. Il n'y a pas derrière un changement qualitatif. Et aujourd'hui, l'espoir, c'est l'export, c'est l'internationalisation. Et vous ne pouvez pas rivaliser les Chinois, les Hindous, les Turcs, les Brésiliens, qui
il y a quelques décennies, étaient un néant. Surtout le respect que je leur dois. Les Turcs, jusqu'à la fin des années 90, on n'entendait pas parler. Mais parce qu'ils ont cru en eux-mêmes. Les Chinois, la même chose. Et ils ont venu conquérir d'autres pays. Et c'est comme ça que nous voyons aujourd'hui cette grande Chine. Aujourd'hui, c'est l'Inde aujourd'hui qui est en train aujourd'hui là, c'est l'invasion de l'Inde. Aujourd'hui, le Maroc, alhamdoulilah, a démontré que sur le plan continental, le Maroc, c'est le premier investisseur africain. Et je pense que la PME marocaine pourrait le faire. Non seulement l'incitation fiscale, elle est là, parce que l'export, il est défiscalisé, mais surtout en matière de TVA, et il est bonifié en matière de l'IS. Mais aujourd'hui, effectivement, la carotte et l'enveloppe d'investissement, je pense que ça profite à tout le monde et que tout le monde, il a certainement sa place. Merci. Il y a eu également un budget qui est quand même exceptionnel de 140 milliards qui a été affecté à la santé et à l'éducation. Oui. S'agit-il d'abord d'un budget globalement investissement ou bien il y a une partie aussi fonctionnement? Et dans quelle mesure, justement, ça peut être aussi incitatif pour certaines TPME pour pouvoir accompagner plutôt cette dynamique? Moi, je vois en cette décision royale, parce que c'est sur l'impulsion des directives royales, il y a eu un relèvement de l'enveloppe budgétaire accordée à la santé et à l'éducation de 104 à 140. Oui, c'est un mix. Effectivement, il y a effectivement la création de 27 000 postes Oui. à ces deux secteurs. Et l'objectif, c'est quoi? L'objectif derrière tout ceci, c'est effectivement la promotion sociétale. Et qu'aujourd'hui, la promotion sociétale, voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut voir les choses à une logique de 360 degrés. C'est pas court-termiste. C'est pas un budget peut-être d'investissement qui va permettre de réhabiliter des hôpitaux et construire des hôpitaux. Ça va profiter à des entreprises marocaines qui vont peut-être plutôt se soumissionner à ces chantiers, ces projets, ou peut-être des sociétés qui vont effectivement se greffer à cet écosystème médical Oui. pour une raison ou pour une autre. Loin de là. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour la promotion sociétale et de facto l'amélioration des conditions de productivité de la population active. Toutes les économies que je viens de citer, ils ont réussi parce que l'élément humain et le capital humain est au cœur de cette opération. Avec l'éducation et de la santé, c'est une productivité qui est amenée à évoluer, à être dopée. Et de facto, il va permettre de booster les secteurs productifs et de booster effectivement l'économie. Si vous avez aujourd'hui vous savez, lorsqu'on parle un petit peu de l'éducation, de la santé, c'est l'autonomisation, effectivement, de cette population. Il ne faut plus qu'elle reste toujours tributaire, forcément, des services publics. C'est un filet social qu'il va falloir créer. C'est une manière pour booster la consommation et l'épargne. Lorsqu'on booste la consommation, on booste l'épargne, on booste de facto l'investissement. L'économie, c'est comme ça. Ça tourne comme ça, ça grandit comme ça. Mais lorsque nous avons des composantes je dirais, de la société qui sont des composantes uniquement consommatrices, non productrices, ou lorsqu'ils sont productrices, ils produisent mal. C'est-à-dire le rendement et la valeur ajoutée, il est de mauvaise qualité. Ça ne va pas aider à un décollage, un vrai décollage. Donc là, c'est un raisonnement global. Un raisonnement à 360 degrés, oui, un moyen à court et moyen terme, oui, c'est une opportunité pour les entreprises marocaines, oui. Mais à très long terme, c'est un élément d'amélioration de la productivité de la population active. Merci beaucoup. Donc, on a parlé contexte, on a parlé de la réforme, on a parlé des points forts pour les TPME, des incitations territoriales, des secteurs d'activité qui sont visés. Pour conclure, Simhedi, cette loi de finances 2026, est-ce une opportunité ou un défi pour les TPME? Écoutez, la loi des finances en soi-même, c'est un ingrédient. Oui, parmi les défis, on peut citer la conformité fiscale. Ça, on peut le citer comme défi majeur. On peut le citer comme étant un moyen, même si je ne suis pas du tout trop d'accord pour faire de la fiscalité une obsession et de la fiscalité une préoccupation quotidienne. La vraie préoccupation pour une entreprise, c'est le business, c'est le chiffre d'affaires, c'est la recherche et le développement, c'est l'amélioration. Oui. Ce n'est pas de courir à gauche et à droite
pour collectionner des astuces qui vont permettre de payer le minimum d'impôts. Je ne pense pas que c'est pas du tout pertinent, hein, c'est une perte de temps. Moi, je vous le dis en tant que technicien, loin de là. Par contre, l'opportunité aujourd'hui, c'est de se dire, de se projeter sur un Maroc qui est aujourd'hui très, très, très prometteur. C'est un vrai pays émergent. Alhamdoulilah, nous voyons tous les indicateurs qui s'améliorent. La meilleure façon, c'est de lire ces indicateurs et de se greffer à ces indicateurs. Nous parlons très souvent aujourd'hui effectivement, de la digitalisation. Nous sommes au technoparc. L'erreur, c'est effectivement je dirais, de ne pas changer de mindset. La digitalisation n'est pas, attention, la digitalisation n'est pas une fin en soi-même, c'est un moyen. L'objectif de la digitalisation, c'est d'améliorer, de s'améliorer et de permettre effectivement de créer ce changement au niveau des structures économiques. Mais lorsqu'on voit en la digitalisation une fin en soi-même, je pense qu'il y a vraiment là un problème. Nous n'évoluons pas. Les autres pays sont à la quête, effectivement, de nouveautés, d'émergence sur le plan économique parce qu'ils instrumentalisent. Ils instrumentalisent cette digitalisation, effectivement, cette intelligence artificielle et ainsi de suite. Pour moi, c'est des concepts qui disent la même chose. Comment profiter de ces nouveaux ingrédients? Et après, il y aura d'autres ingrédients. Qui parlait de l'intelligence artificielle cela 10 ans? Moi, je me rappelle en 2010, j'étais un jeune expert comptable stagiaire. On avait fait, à l'époque c'était le congrès des experts comptables, qui était intitulé « L'expert comptable à l'ère du numérique ». C'était en 2010, à l'ère du numérique. Et récemment, nous avons parlé de le dernier congrès, notre dernier congrès, c'était l'expert comptable à l'ère de l'intelligence artificielle et ainsi de suite. C'est deux époques différentes. Le discours que j'ai entendu en 2010, c'est pas le discours que j'ai entendu en 2026. Ou la prina fil hayat, ou la tawla fil umur, c'est pas le sujet que nous allons entendre d'ici 2035, 2040. Il y a toujours des choses qui évoluent. Mais la meilleure façon, c'est effectivement de profiter de ces évolutions pour s'améliorer. Donc aujourd'hui, nous avons un budget volontariste, nous avons un budget d'investissement qui est très incitatif et très conséquent, nous avons une volonté et des incitations qui sont ciblées pour les secteurs à forte valeur ajoutée, pour les entrepreneurs qui sont innovants, pour les entrepreneurs qui acceptent le risque d'investir dans des secteurs qui sont à forte valeur ajoutée. Et nous avons derrière des impératifs de conformité qui sont de plus en plus contraignants, de plus en plus pesants, qui demandent de l'intention, de la concentration et effectivement de la prédisposition. Lorsqu'on me pose la question, on dit la perfection est divine. Le kamalullah subhanahu wa ta'ala. On ne va jamais être parfait à 100%. Le risque fiscal zéro n'existe pas. Mais ce n'est pas une obsession. Ce n'est pas cauchemardesque. C'est vrai. Et la solution, c'est de prendre et être dans l'anticipation. Donc moi, je sais que c'est une opportunité et en même temps un défi parmi d'autres. Les 2027, ça va être, Inch'Allah, notre défi, 2028 et ainsi de suite. Mais les entreprises qui anticipent sont les entreprises qui ne se positionnent pas et qui ne positionnent pas le curseur à des anniversaires. Pour eux, l'avenir, c'est 2020, 30, 2035, 2040. Ils se projettent à moyen et long terme. Et que les années se suivent, mais eux, leurs budgets sont bons, leurs projections sont bons, leurs projets se réalisent et ça avance. Je pense que ça, le mindset, ce n'est pas le mindset qui est le jour au jour. Il n'y a pas plus pire pour un entrepreneur, de mon point de vue, de se transformer en un gestionnaire des affaires courantes. Ce qu'on me dit en arabe, ça, c'est quelque chose qui est très, très catastrophique pour une entreprise. Si ce n'est pas une entreprise qui se projette à long terme, si c'est une entreprise qui gère le courant, si c'est une entreprise qui gère justement le quotidien, s'il n'y a pas de recherche et de développement, s'il n'y a pas de prospection, un entrepreneur ne restera jamais scotché à son entreprise. Il viendra ici pour suivre un séminaire. Il ira dans les foires, il prendra l'avion, il prendra le train, il prendra selon ses moyens pour partir chercher à la quête de l'évolution. Mais s'il reste chez soi et il attend que effectivement les choses évoluent, ben, je pense qu'il a un vrai problème de vision. Et c'est ça la différence entre un entrepreneur persévérant qui voit le long terme
Un entrepreneur aujourd'hui qui aura toujours, en quelque sorte, qui vit le jour au jour. Alors, la loi de finances, aujourd'hui, nous avons essayé ensemble de la décrypter. Il y aura toujours des entrepreneurs qui vont la lire dans un bon sens, et autres qui vont venir, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils se transforment en sapeurs-pompiers. J'ai rencontré hier, rien que pour l'anecdote, quelqu'un qui m'a dit, c'est Fakir, quels sont les pièges à éviter en 2026? Direct. Alors j'étais étonné de la question, et je ne trouvais pas de réponse. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez déjà par piège? Et quoi? Alors là, lorsqu'on voit ceci des pièces, c'est pas opportun. C'est pas opportun. Donc je pense aujourd'hui que moi je suis sur un ton positif, et je dirais qu'il faut être prudent. Il faut être prudent. Il y a même l'adage qui dit, moi que j'emprunte personnellement. Un jour, j'avais animé un séminaire sur les évolutions conjoncturelles, et j'ai parlé un peu de fiscalité. J'ai donné l'impression que j'étais pessimiste. Vous savez ce qu'on m'a posé la question? On m'a dit, vous êtes pessimiste, c'est Fakir. J'ai dit, un pessimiste est un optimiste bien informé. C'est aussi simple. Oui. Aujourd'hui, lorsqu'on est préoccupé, on est sur ses gardes, on prend le temps d'anticiper et de calculer chaque pas, et de se dire attention à chaque fois, et de se dire attention, c'est jamais comme ça, il faut jamais faire une lecture comme ça, qui est crue, et qu'il faut prendre le temps et le soin d'aller sur le détail, de prendre le soin de faire, je dirais en quelque sorte, de se donner le temps et les moyens pour faire des pas. Je pense que c'est louable, parce que la précipitation, les décisions impulsives, les projets impulsifs, les visions lyriques ne font pas un bon entrepreneur. Un bon entrepreneur, c'est généralement quelqu'un de très, 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 très pragmatique. Voilà pourquoi je reviens au point de départ. C'est que l'expérience de l'entrepreneuriat reste, in fine, une expérience humaine. Humaine, très, 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 très forte sur le plan humain. Elle a une connotation humaine par excellence. Effectivement. Merci d'avoir répondu présent, et j'espère vous recevoir, Inch'Allah, dans une autre occasion pour traiter une autre thématique. Inch'Allah. Merci beaucoup à tout le monde d'être présent. Merci de vous être rendu disponible pour être avec nous. Et voilà, donc bonne soirée. Merci à tous.